La pluie tombait depuis des heures. Le vent frappait les vitres de l'hôpital comme s'il voulait y entrer, comme s'il savait qu'à l'intérieur, quelque chose d'irréversible allait se produire. Je m'appelle Élise Moreau, chirurgienne depuis 15 ans. J'ai vu des corps brisés, des cœurs arrêtés, des familles détruites, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à cette nuit-là. C'était un mardi. Un mardi banal, du moins je le croyais. Mon mari, Julien, devait aller chercher notre fils Lucas à l'école avant de passer chez ma sœur Camille. Elle vivait à quelques kilomètres, sur la route nationale. Il pleuvait fort, et j'avais insisté pour qu'il fasse attention. Il avait ri, comme toujours. « T'inquiète pas, docteur, j'ai déjà survécu à pire que ta cuisine. » C'était sa façon de dire « je t'aime ». À 19h42, la salle d'urgence a reçu un appel. Accident de la route, 3 blessés graves. Les ambulances arrivaient, gyrophares hurlant, pluie battante. Je n'ai pas su, pas tout de suite, que le destin m'avait choisi comme témoin et victime à la fois. Les portes du bloc se sont ouvertes dans un fracas métallique. 3 brancards. 3 corps. Sang, verre, odeur d'essence. Les infirmiers criaient des numéros, pas des noms. Patient 1, inconscient. Patient 2, arrêt cardiaque imminent. Patient 3, trauma crânien sévère. J'ai fait ce que je fais toujours, j'ai pris le contrôle. Je respirais profondément, ma voix ferme, mécanique. Préparez l'oxygène, ligne 4, pression artérielle, saturation, vite. Mais en m'approchant du premier patient, j'ai reconnu une montre. Une montre brisée, au poignet d'un homme dont le visage était méconnaissable sous le sang. Cette montre, c'était le cadeau d'anniversaire que je lui avais offert. Mon souffle s'est arrêté. Julien. Mon mari. J'ai senti mon cœur exploser. J'ai voulu hurler, mais mon corps savait que je ne pouvais pas. Pas ici. Pas devant l'équipe. J'ai entendu quelqu'un dire. Le deuxième patient, femme, trentaine, tension instable. Je me suis tournée, et mon âme a vacillé. Camille. Ma sœur. Elle respirait difficilement, son visage pâle, une main couverte de sang. Elle a ouvert les yeux juste un instant. Élise. Lucas. Et sa tête est retombée. Lucas. J'ai tourné la tête. Le troisième patient. Un enfant inconscient, le visage couvert d'un drap trempé de pluie. Un infirmier a dit. On ne connaît pas son identité. Il était à l'arrière du véhicule. J'ai soulevé le drap. Mon fils. Le monde s'est arrêté. Je n'étais plus médecin. J'étais mère. Femme. Sœur. Et tout cela s'écroulait devant moi, sur 3 lits froids, alignés comme une punition divine. La voix du chef de service a brisé le silence. Docteur Moreau, choisissez votre salle d'opération. On doit agir vite. Le cœur de l'homme s'affaiblit, la femme a besoin d'une transfusion immédiate, et l'enfant est en état critique. 3 vies. Une seule salle. Une seule équipe complète. Une seule chance de sauver quelqu'un. Je me suis senti glisser hors de moi-même, comme si mon esprit observait la scène d'en haut. Mon corps tremblait, mais ma bouche a prononcé des mots que je n'avais pas encore compris. Préparez le bloc numéro 2. Je prends. Ma voix s'est brisée. Le monde entier semblait attendre la fin de ma phrase. Je me suis retourné vers eux une dernière fois. Julien, le père de mon fils, l'homme que j'aimais plus que tout. Camille, ma sœur, celle qui m'avait appris à marcher, à rire, à survivre. Lucas, mon fils, mon cœur, ma vie entière. Le moniteur du cœur de Julien a commencé à s'emballer. Celui de Lucas à ralentir. Et dans ma tête, une voix répétait, encore et encore. Tu es médecin, tu dois choisir. Les secondes sont devenues des heures. Chaque battement de mon cœur résonnait dans la salle comme une condamnation. Je voyais les visages de mes collègues, leurs yeux fixés sur moi, attendant un ordre. Mais comment ordonner la mort de 2 personnes qu'on aime? J'ai senti la main tremblante de l'infirmière sur mon bras. Docteur, on n'a plus le temps. J'ai fermé les yeux. Et dans ce noir, j'ai entendu la voix de Julien, douce, lointaine. Protège notre fils.
Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai su ce que je devais faire. Mais je savais aussi que je ne me le pardonnerais jamais. Le temps s'était arrêté. Je regardais les 3 brancards devant moi comme on regarde une scène de cauchemar dont on ne trouve pas la sortie. Les alarmes retentissaient, les voix s'entrechoquaient, mais à l'intérieur de moi, tout était silencieux. Un silence lourd. Épais. Celui d'avant la fin du monde. Je me suis avancé vers Lucas, mon fils. Ses cils collaient à cause du sang séché sur sa joue. Sa poitrine montait à peine. Les machines hurlaient son agonie. J'ai posé ma main sur son front froid. Tiens bon, mon cœur, tiens bon pour maman. Derrière moi, le chef de service criait. Docteur Moreau, décidez maintenant. J'ai levé les yeux. Sur ma droite, Julien, mon mari, son électrocardiogramme devenait chaotique. Sur ma gauche, Camille, ma sœur, perdait son sang à vue d'œil. 3 amours. Une seule paire de mains. Je me suis entendu dire. Préparez le bloc pour l'enfant. La phrase a traversé ma gorge comme une lame. J'ai senti un poids invisible s'écraser sur ma poitrine. Les infirmiers ont couru. Des pas, des cris, des ordres. Mais moi, je suis resté figé. Chaque pas que je faisais vers la salle d'opération me séparait un peu plus des 2 autres. Quand les portes se sont refermées derrière nous, j'ai regardé une dernière fois par la vitre. Le visage de Julien. Celui de Camille. Et ce sentiment, que j'étais en train de les enterrer vivants. Dans le bloc, tout allait vite. Mon esprit se vidait. Mes mains bougeaient toutes seules. Scalpel. Clan. Suture. L'instinct d'une chirurgienne qui a sauvé des dizaines de vies. Mais cette fois, c'était mon propre sang que je recousais. À un moment, j'ai entendu l'infirmière murmurer. Pression en chute, docteur. J'ai levé les yeux vers le moniteur. La ligne battait faiblement, comme un cœur qui hésite entre rester et partir. J'ai commencé le massage. 1, 2, 3. Encore. 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 Mon esprit répétait. Pas maintenant. Pas lui. Pas mon fils. Et soudain, un bip. Puis un autre. Un rythme fragile, mais bien réel. Lucas respirait. Il revenait. Je me suis effondré sur la table, les larmes coulant à travers le masque. Mais cette victoire avait le goût du sang. Parce que je savais qu'à cet instant précis, ailleurs dans l'hôpital, 2 autres cœurs s'éteignaient. Quelques heures plus tard. Le bloc était vide. Je marchais dans le couloir, mais pas résonnant comme des coups de marteau. L'odeur d'antiseptique me brûlait la gorge. Je croisais des collègues, des infirmiers, des visages familiers, mais leurs regards m'évitaient. Personne n'osait parler. Tout le monde savait. J'ai ouvert la porte de la salle de réanimation. Le lit de Julien, vide. Le drap soigneusement replié. Le moniteur éteint. Sur la table, un bracelet d'hôpital, taché de sang séché. Julien Moreau décédé à 21h15. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Seulement un souffle. Celui d'une femme qui réalise qu'elle vient de tuer l'homme qu'elle aimait. Par devoir. J'ai marché jusqu'à la salle suivante. Camille. Ma sœur. Ma moitié. Son visage était paisible, presque endormi. On aurait dit qu'elle allait se réveiller pour me dire que tout ça n'était qu'un rêve. J'ai posé ma tête contre son bras froid. Et j'ai murmuré. Je t'ai perdu, mais je l'ai sauvé. Une larme a glissé sur sa peau, et je me suis juré qu'elle l'aurait compris. Qu'elle m'aurait pardonné. Mais la vérité, c'est que moi, je ne me le pardonnerai jamais. Quand je suis sorti, le couloir semblait plus long que jamais. Je suis retourné vers la salle où Lucas dormait. Il était là, branché à des machines, le visage calme. Je l'ai observé pendant des heures. Chaque respiration, chaque battement me rappelait le prix de sa vie. Un médecin m'a approché doucement. Il s'en sortira. Vous avez fait le bon choix. J'ai souri, sans répondre. Parce qu'il n'y a pas de bon choix, quand tout ce qu'on aime meurt dans la même nuit. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée assise à côté du lit de mon fils. Les néons du plafond faisaient danser des ombres étranges sur les murs. Et parfois, il me semblait entendre la voix de Julien, juste derrière moi. Tu as bien fait, Élise. Je me retournai, mais il n'y avait personne. Seulement le bruit régulier des machines, comme un cœur fantôme qui bat pour rappeler le passé. À l'aube, le ciel s'est éclairci. Je suis sortie quelques minutes prendre l'air. La pluie avait cessé. Mais l'odeur de la terre mouillée me donnait la nausée. Une infirmière m'a rattrapée. Docteur Moreau? Le petit Lucas est réveillé. J'ai couru. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis entrée dans la chambre. Ses yeux étaient ouverts. Il m'a regardé, confus. Où est papa? Et tante Camille? Je suis restée figée. Les mots ne sortaient pas.
Je savais que ce moment viendrait. Mais je n'avais pas imaginé qu'il ferait si mal. Je me suis assise près de lui, caressant ses cheveux. Et j'ai murmuré. Ils ne sont plus là, mon amour, mais tu es vivant, et c'est tout ce qui compte. Ses yeux se sont remplis de larmes. Les miens aussi. Et dans ce silence partagé, je savais que ma vie venait de se briser en deux. Avant cette nuit, et après. Les jours qui ont suivi l'accident n'avaient plus de forme. Je ne savais plus quel jour on était. Je vivais dans une sorte de brume, une existence suspendue entre deux mondes, celui des vivants, et celui des fantômes que j'avais moi-même créés. Chaque matin, je mettais ma blouse blanche, par habitude. Mais à chaque fois que je croisais mon reflet dans la vitre du couloir, je ne voyais plus une médecin. Je voyais une meurtrière. L'hôpital m'avait mise en congé, temporaire, officiellement pour me permettre de me reposer. Mais je savais. Les regards, les murmures dans les couloirs. Ils ne me voyaient plus comme avant. Ils se demandaient tous, comment a-t-elle pu choisir? Je rentrais chez moi tard, les bras vides, la tête pleine de visage. Le rire de Camille, les yeux de Julien, la main de Lucas serrant la mienne avant chaque cauchemar. Tout se mélangeait. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut. J'avais rêvé du bloc opératoire. Les lampes au-dessus de moi, les bips des machines, l'odeur du sang chaud. Mais cette fois, sur la table, ce n'était pas Lucas. C'était moi. Et c'était Julien qui tenait le scalpel. Il me regardait sans un mot, puis murmurait. « À ton tour de choisir. » Je me suis levée, tremblante, le cœur battant à m'en faire mal. La maison était vide, silencieuse. Mais dans le couloir, j'ai cru voir une ombre passer. Une silhouette floue, féminine. Camille. Je me suis approchée, la gorge serrée. Camille. Silence. Puis un murmure, à peine audible. Tu aurais dû me sauver. J'ai fermé les yeux, respiré fort. Quand je les ai rouverts, il n'y avait plus rien. Seulement le tic-tac de l'horloge. Mais ce son sonnait désormais comme un compte à rebours. Les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une vie normale. Lucas rentrait à la maison, plus faible, plus silencieux. Il ne posait presque plus de questions. Mais parfois, je surprenais son regard perdu vers la fenêtre. Et je savais qu'il pensait à son père. Un soir, il a murmuré. « Maman, pourquoi papa n'est pas revenu ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Je lui ai dit qu'il était parti quelque part où il ne souffrait plus. Il a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. Puis il a dit, d'une voix presque éteinte. « Tu aurais pu le sauver, non ?» Ces mots m'ont transpercé. J'ai voulu lui dire que non, que c'était impossible, que j'avais fait tout ce que je pouvais. Mais je n'ai rien dit. Parce qu'au fond, je ne savais plus si c'était vrai. Les nuits se sont transformées en supplices. Je dormais à peine. Et quand je dormais, il revenait. Julien, Camille, tous les deux, debout, me regardant sans parler. Leur peau pâle, leurs yeux vides. Parfois, Camille s'approchait de moi, ses mains couvertes de sang, et murmurait. « Il a choisi ton fils, pas toi. » Je me réveillais en sueur, criant leur nom, alors que Lucas accourait dans ma chambre, effrayé. Je le serrais dans mes bras, tremblante, en lui promettant que tout irait bien. Mais à l'intérieur, je savais que plus rien n'irait jamais bien. Un matin, j'ai reçu un appel du directeur de l'hôpital. Il voulait me voir. Je me suis rendue là-bas, la gorge serrée, le cœur battant. Dans son bureau, il y avait aussi un inspecteur. Leur ton était froid. Professionnel. Docteur Moreau, certaines familles ont porté plainte. Elles estiment que vous avez pris une décision partiale lors de l'accident. J'ai senti mes jambes flancher. Vous voulez dire, les familles de ma sœur et de mon mari? L'homme a hoché la tête. Oui. Nous devons rouvrir le dossier pour éclaircir la chronologie des interventions. Tout s'effondrait une seconde fois. Ce n'était pas assez d'avoir perdu ma famille, il fallait maintenant que je sois jugée pour les avoir choisis. En sortant de l'hôpital, le monde me paraissait étranger. Les passants, les voitures, les enfants qui riaient. Tout semblait appartenir à une autre vie, une autre personne. Moi, j'étais un fantôme en plein jour. Je suis rentrée à la maison, le souffle court. Sur la table, il y avait une enveloppe. Pas d'expéditeur. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une photo. La photo de Julien,
Camille et Lucas, prise le matin de l'accident. Et au dos, une phrase écrite à la main. Tu ne mérites pas la vie que tu as sauvée. Mes mains tremblaient. Je me suis assise, incapable de respirer. Qui avait envoyé ça? Un proche? Un collègue? Ou ma propre conscience matérialisée sur du papier? Les jours suivants, j'ai commencé à entendre des bruits dans la maison. Des pas la nuit. Des chuchotements derrière la porte. Le téléphone sonnait, mais personne ne parlait. Je me persuadais que c'était le stress, la fatigue, la douleur. Mais parfois, j'étais sûre d'entendre leur voix. Un soir, en me regardant dans le miroir, j'ai vu leur reflet derrière moi. Julien à gauche. Camille à droite. Tous deux silencieux. Je me suis retournée d'un coup. Rien. Seulement mon propre souffle. Lucas commençait à changer, lui aussi. Il ne me parlait presque plus. Il dessinait sans arrêt. Des voitures renversées. Des visages sans yeux. Et souvent, 3 silhouettes debout derrière une femme en blouse blanche. Je savais ce que ça voulait dire. Je savais que mon fils sentait ce que je voyais. Un soir, il m'a dit « Maman, papa et tante Camille viennent me voir quand tu dors. » J'ai senti tout mon corps se figer. « Qu'est-ce qu'ils te disent, mon cœur ?» Il a répondu calmement, sans lever les yeux. « Ils disent que ce n'est pas juste. » Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le couloir, la lumière allumée, les mains jointes. Et à 3h17 du matin, j'ai entendu des pas dans la chambre de Lucas. Là-haut. Régulier. J'ai ouvert la porte. Il dormait paisiblement. Mais à côté de lui, sur la chaise, il y avait une empreinte humide. Comme si quelqu'un venait de s'asseoir. J'ai reculé, la gorge serrée, incapable de respirer. Le néon a clignoté 1 fois, 2 fois. Et j'ai entendu, juste derrière moi, la voix de Julien. « Tu as fait ton choix, maintenant, vis avec. » Je me suis effondrée au sol, les mains sur les oreilles, criant son nom. Mais le silence est revenu. Le même silence lourd qu'à l'hôpital. Le silence avant la catastrophe. Et dans ce silence, une seule certitude. La culpabilité ne me quitterait jamais. La pluie était revenue. Comme si le ciel refusait que je respire à nouveau. Chaque goutte frappait la vitre du salon avec la même régularité que les battements de mon cœur, un rythme qui ne m'appartenait plus. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident. Et ce matin-là, je devais me présenter devant la commission disciplinaire de l'hôpital. Officiellement, c'était une enquête médicale. Mais au fond, je savais. Ce n'était pas seulement ma carrière qu'on allait juger. C'était mon âme. En sortant de chez moi, j'ai croisé mon reflet dans la vitre du hall. Je portais encore ma blouse, même si je n'en avais plus le droit. C'était mon armure. Ou peut-être, ma croix. Je suis montée dans le taxi. Le chauffeur a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Vous travaillez à l'hôpital Sainte-Claire, non ?» J'ai hésité avant de répondre. « Oui. » Il a hoché la tête. On a beaucoup parlé de cette histoire. 3 victimes, une seule sauvée. Vous étiez là? J'ai senti mon ventre se nouer. Oui. J'étais là. Il n'a rien ajouté. Mais son regard dans le miroir valait 1000 phrases. J'étais déjà condamnée. Le bâtiment de l'hôpital se découpait dans la brume, gris et froid. En entrant, j'ai senti l'odeur familière de désinfectant et de café froid. Mais quelque chose avait changé. Les couloirs semblaient plus longs, plus étroits. Comme si les murs eux-mêmes me jugeaient. Devant la salle de la commission, j'ai vu une dizaine de visages. Collègues. Supérieurs. Journalistes. Et, au fond, la mère de Julien. Elle me fixait sans cligner des yeux. Ses lèvres tremblaient à peine quand elle a murmuré. « Tu as choisi ton sang, pas ton cœur. » Je me suis assise, incapable de soutenir son regard. Le président de la commission a ouvert la séance d'une voix sèche. « Docteur Moreau, pouvez-vous nous expliquer les critères de votre décision cette nuit-là » J'ai respiré profondément. Il y avait 3 patients. Mon mari, ma sœur et mon fils. J'ai dû agir vite. Le pronostic vital de l'enfant était le plus critique. Un murmure a parcouru la salle. « Donc vous admettez avoir reconnu les patients avant votre décision ?» J'ai baissé les yeux. « Oui. Vous savez que c'est contraire au protocole d'objectivité médicale ?» « Je sais. » Silence.
Le bruit du stylo contre la table résonnait comme une condamnation. Puis, l'avocat des familles s'est levé. Un homme au visage lisse, mais au ton tranchant. Madame Moreau, ne pensez-vous pas que votre choix a été motivé par l'instinct maternel plutôt que par la logique médicale? Je suis médecin. J'ai évalué les urgences. Vraiment? Il a sorti un dossier, posé une photo sur la table. C'était le visage de Camille, ma sœur, juste avant la fin. Les analyses montrent qu'elle aurait pu être stabilisée si elle avait été opérée immédiatement. Vous le saviez? Mon souffle s'est coupé. Je ne pouvais plus parler. La salle tournait. J'entendais des voix au loin, comme à travers l'eau. Et puis, en bruit. I beep. Loi. Familiar. Le moniteur du bloc opératoire. Je l'ai revu. La salle blanche. La lampe chirurgicale. Et les 3 corps allongés. Mais cette fois, je n'étais plus seule. Derrière moi, Julien et Camille me regardaient. Tu veux qu'on répète la scène, Élise? C'était la voix de Julien, douce, presque moqueuse. Camille, à côté de lui, souriait. Cette fois, choisis bien. J'ai reculé, les mains tremblantes. Personne d'autre ne semblait les voir. Le président de la commission continuait de parler, mais sa voix se noyait dans un écho lointain. Je ne voyais plus que leur visage. Pâle. Fixe. Accusateur. Julien s'est approché de moi, lentement. Ses yeux étaient vides, mais sa voix, calme, presque tendre. Tu disais toujours que la médecine, c'était sauver la vie, pas choisir la mort. Alors pourquoi c'est moi que tu as laissé partir? J'ai voulu répondre, mais aucun son n'est sorti. Camille a chuchoté à son oreille. Puis elle a levé les yeux vers moi. Tu voulais être Dieu, Élise. Maintenant, tu en paies le prix. Je me suis levée brusquement, criant. Assez. La salle s'est figée. Tous les visages se sont tournés vers moi. Le président a demandé. Docteur Moreau? Vous allez bien? Mais dans mon esprit, j'étais encore dans le bloc. Je voyais le sang. Leur sang. Partout. Les gardes sont intervenus, me forçant à m'asseoir. J'ai senti une main froide sur mon épaule. Mais ce n'était pas un garde. C'était Camille. Tu ne peux pas échapper à ton jugement, ma sœur. Et dans un souffle glacé, elle a disparu. Je me suis effondrée, haletante. Les gens autour de moi semblaient paniquer. Certains appelaient un médecin, d'autres me filmaient. Mais moi, je ne voyais plus rien. Seulement une salle vide. Une chaise. Et 3 ombres devant moi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans une chambre d'hôpital. Ironique, n'est-ce pas? Moi, la médecin, devenue patiente. Une infirmière m'a dit doucement. Vous avez fait une crise de panique. Le comité a suspendu la séance. Je l'ai regardée, confuse. Et les autres? Les témoins? Elle a froncé les sourcils. Quels témoins? Il n'y avait que vous, madame. Je me suis tue. Mes doigts tremblaient. Avais-je imaginé tout ça? Était-ce le choc? Ou quelque chose d'autre? La nuit tombait. Je suis restée seule, dans la pénombre de la chambre. Et c'est alors que j'ai entendu 3 coups contre la vitre. Là-haut. Régulier. Comme un signal. Je me suis approchée. Dehors, sous la pluie, il y avait 3 silhouettes. Immobiles. Regardant vers moi. J'ai reconnu leur forme, même dans l'obscurité. Julien. Camille. Et, derrière eux, moi-même. Mon propre reflet, debout à côté des morts. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. J'ai seulement compris que le véritable jugement ne viendrait pas des hommes. Ni des lois. Ni des tribunaux. Mais du regard de ceux que j'avais aimés. Et que j'avais laissé mourir. La vitre s'est couverte de buée. Et sur cette buée, une phrase est apparue, écrite de l'autre côté. Tu as choisi la vie, maintenant, vis avec la mort. Je me suis reculée, tremblante. Mais la phrase est restée. Gravée. Inaltérable. Cette nuit-là, j'ai compris. Je n'étais plus la docteure Moreau. Je n'étais plus une mère. Je n'étais plus une survivante. J'étais le verdict. Et la peine venait de commencer. La pluie ne s'arrêtait plus. Depuis 3 jours, le ciel pleurait sans répit. Et dans cette chambre d'hôpital, moi aussi.
Je ne savais plus depuis combien de temps j'étais ici. Le temps s'était dissous. Jour, nuit, rêve, réalité, tout se mélangeait dans la même obscurité liquide. J'entendais des pas dans le couloir, des voix lointaines, des bruits de portes qu'on referme. Mais personne n'entrait jamais. Une nuit, la lampe au-dessus de mon lit a commencé à clignoter. Le néon grésillait, lançant des éclairs blancs contre les murs. Je me suis levée. Le sol était glacé. Devant la porte, une feuille de papier. Je l'ai ramassée. C'était une convocation. Mais pas de la commission médicale. Le papier portait une seule phrase. Salle 0 audience finale. Je n'avais jamais entendu parler d'une salle 0. Mais mon corps bougeait seul, comme guidé par quelque chose d'invisible. Je suis sortie, pieds nus, le cœur battant comme un tambour funèbre. Le couloir semblait interminable. Les néons s'éteignaient un à un derrière moi, ne laissant qu'une ligne de lumière devant. Chaque pas résonnait dans le vide. Et plus j'avançais, plus l'air devenait lourd, presque liquide. Quand je suis arrivé au bout, une porte noire m'attendait. Aucune poignée. Seulement un mot gravé dessus. Jugement. J'ai levé la main. La porte s'est ouverte seule. La salle était immense, mais vide. Un brouillard flottait au sol. Et au centre, 3 chaises. Sur la première, Julien. Sur la deuxième, Camille. Et sur la troisième, moi. Ou plutôt, une autre moi. Assise, impassible, vêtue de la même blouse, les yeux fixes. Je suis restée debout, pétrifiée. Julien a levé la tête, son regard aussi froid que la pierre. « Assieds-toi, Élise. » Sa voix n'était ni douce ni en colère. Elle était neutre. Comme un verdict déjà écrit. Je me suis assise. Et le silence s'est refermé sur nous comme un couvercle. Camille a pris la parole la première. « Tu te rappelles, Élise, quand on était petite, tu disais que tu deviendrais médecin pour sauver tout le monde. » Elle a souri, tristement. « Mais tu as oublié une chose, on ne peut pas sauver tout le monde. » Julien a ajouté. « Tu as choisi. Et ce choix t'a sauvée autant qu'il t'a détruite. Tu crois que c'est une punition. Mais c'est juste la conséquence de ton amour. » Je les écoutais, incapable de parler. Chaque mot entrait en moi comme une lame chaude. L'autre moi, celle assise à ma droite, s'est tournée vers moi. Son visage était calme, presque apaisé. « Tu es ici pour accepter, pas pour te défendre. » J'ai murmuré, la voix tremblante. « Accepter quoi ? » « La vérité. » Le brouillard autour de nous s'est mis à tourner lentement. Des images ont commencé à apparaître à l'intérieur, comme des fragments de mémoire. L'accident. Les cris. Les visages. Les machines. Et cette phrase qui revenait encore et encore. Choisis. J'ai revu ma main se lever. Ma voix dire, préparez le bloc pour l'enfant. Et à ce moment précis, le monde s'est figé. Julien et Camille se sont levés. Julien m'a tendu la main. Tu as fait ce que j'aurais fait, Élise. Un père aurait choisi son enfant. Une mère aussi. Le reste, ce sont les hommes qui jugent, pas le ciel. Camille s'est approchée, posant sa main sur mon épaule. Je t'en veux pas. Tu m'as donné la seule chose qu'on ne peut pas remplacer, la vie de Lucas. C'est ton pardon, même si tu ne le vois pas encore. J'ai éclaté en sanglots. Tout mon corps s'est effondré. Je hurlais, sans son, sans souffle, libérant des années de douleur en quelques secondes. Et quand j'ai levé la tête, ils avaient disparu. Il ne restait plus que l'autre moi, toujours assise. Elle me fixait, immobile. Tu vois, Élise, tu n'étais pas jugée par eux. Tu te jugeais toi-même depuis le début. Elle s'est levée. Nos visages se sont retrouvés à quelques centimètres. Accepte ton choix. Vis avec. Ou reste ici pour toujours. Elle a posé sa main sur ma poitrine. J'ai senti une chaleur brûlante envahir mon corps. Et puis, le noir total. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais de nouveau dans ma chambre d'hôpital. La lumière du matin filtrait par la fenêtre. Lucas dormait sur le fauteuil, la tête appuyée sur la couverture.
J'ai respiré profondément. Un rêve? Une hallucination? Ou un jugement véritable? Je ne savais pas. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'entendais plus leur voix. Je ne voyais plus leurs ombres. Seulement le souffle paisible de mon fils. Je me suis levée. Le miroir en face du lit reflétait mon visage. Fatigué, marqué, mais vivant. Sur la vitre, la trace de buée où autrefois la phrase était écrite. Mais cette fois, une autre phrase s'y dessinait lentement. Tu as été pardonné. J'ai posé ma main sur le verre, en pleurant doucement. Et pour la première fois depuis l'accident, je n'avais plus peur du silence. Quelques mois plus tard, je ne suis jamais retournée à Sainte-Claire. J'ai vendu la maison, quitté la ville. Lucas et moi vivons près de la mer, dans une petite maison blanche. Il recommence à rire. Et parfois, le soir, quand il joue au bord de l'eau, je regarde le ciel et je murmure. Merci. Parce qu'au fond, je sais. Je ne les ai jamais perdus. Ils sont là, quelque part, dans ce vent qui me frôle, dans cette lumière douce qui s'accroche à nos visages. La culpabilité s'est tue. Mais la mémoire reste. Et chaque matin, en regardant l'horizon, je me dis. La sentence, c'était la vie elle-même.